Et notre invité ce matin pour cette émission spéciale élection américaine, c'est Jean-Louis Bourlanges. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. On a évidemment envie d'avoir votre analyse. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Jean-Louis Bourlanges, bonjour. Bonjour. Et Jean-Louis Bourlanges, d'après les premiers résultats, Donald Trump a une longueur d'avance, une large longueur d'avance, on a envie de dire. Est-ce que le résultat de cette élection, qu'on annonçait très serré, d'abord, il vous surprend ? Non, il n'est pas très surprenant. Il est serré. Il reste assez serré. Simplement, il y a une avance nette de Trump, mais il y a quand même deux Amériques à peu près de force égale. Et simplement, avec un système qui est totalement majoritaire. Il est majoritaire pour l'élection des délégués, il est majoritaire au Sénat, il est majoritaire à la Chambre des représentants, donc une avance de 2 points fait un effet de vague. Mais les commentateurs, depuis plusieurs semaines, disaient en fait 2 choses. Ça sera très serré et Trump a l'avantage. Bon, ça a été un peu moins serré. Et Trump a eu nettement l'avantage, mais on ne peut pas dire que les pronostiqueurs étaient dans l'erreur. Est-ce que c'est fait selon vous, ou est-ce que Kamala Harris a encore une chance de rattraper le retard ? Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je crois que c'est vraiment fait. Je veux dire que je pense savoir le Sénat, c'est fait. La Chambre des représentants, c'est bien parti pour Trump. Et vraiment, ce qu'on sait des swing states et des premiers résultats, notamment en Pennsylvanie, fait qu'il n'y a pas de doute. Trump a une avance considérable en matière de délégués. Donc ça va créer une situation, et ça c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, dans lequel le président Trump aura tous les leviers constitutionnels. La Maison-Blanche, la Chambre des représentants, le Sénat, une majorité très favorable à ses thèses à la Cour suprême, et puisque c'est tout l'objet de ce qui a été préparé par lui, une administration qui devrait être au carré. Ça, c'est quand même une surprise. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait tous les leviers, en fait, à l'issue de cette élection. Si, parce qu'il avait déjà la Cour suprême. S'il était élu, il avait la Maison-Blanche. Il n'avait pas le Sénat. Le Sénat, c'était à un point, mais on voyait bien que le taux de représentation, de renouvellement était beaucoup plus menaçant pour les démocrates que pour les républicains. Et la Chambre des représentants, il avait déjà une majorité. Donc non, c'est une consécration, une confirmation. Et maintenant, ça donne, avec le levier de la Maison-Blanche, nous sommes en face d'une très grande incertitude sur ce que va réellement faire le président après avoir déclaré tout et n'importe quoi. On va en parler, mais quand on vous écoute, quand on vous entend, finalement, vous n'êtes pas surpris par ce résultat, contrairement à ce que beaucoup laissaient planer. Vous l'avez vous-même dit, tout le monde pensait que ce serait très serré. C'est assez serré. Écoutez, ce sont ce qu'on a vu en Géorgie ou ailleurs, c'est 1 point, 2 points, c'était dans l'épaisseur de la marge d'erreur des sondages. On avait récemment, on avait 47% pour Trump, 47,9% pour Madame Harris, et on avait donc 4 ou 5 points de gens qui ne se décidaient pas. Donc on savait bien que c'est là que se ferait la différence. Ce qui est assez un peu déconcertant, c'est que le durcissement de la campagne de Trump dans les derniers jours, parce qu'il a atteint un degré de véhémence tout à fait impressionnant, et c'est contraire à ce qu'on dit en général. En général, au final, le candidat essaie de gagner les indécis. Là, il a radicalisé son discours, et en fait, il n'a pas eu tort en termes tactiques. Ça a produit cet effet de mobilisation qu'il attendait. La vérité, c'est qu'il a fait une campagne en Technicolor, et que Mme Harris, avec des thèmes tout à fait sympathiques, a fait une campagne en noir et blanc. Mais justement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette campagne, vous ? Comment vous l'avez regardée ? Écoutez, je crois que ceux qui disent que la responsabilité principale de l'échec démocrate relève de M. Biden ont raison. Non pas que le président Biden ait fait une mauvaise politique, loin de là, mais il est évident qu'il aurait dû dételer dans l'accès à la candidature beaucoup plus tôt. Mme Harris a été amenée à construire en quelques jours, à quelques jours de la convention démocrate, une campagne. C'est extrêmement difficile. Elle a développé des thèmes qui étaient tout à fait raisonnables, tout à fait sympathiques, tout à fait réalistes, mais c'est pas le nœud que représente un projet politique présidentiel. Elle n'a pas eu le temps de le nouer.
C'est ça qui s'est passé, si vous voulez. Elle n'a pas pu faire la New Frontier de Kennedy, la Great Society de Johnson, le système de Clinton qui était assez formidable, ou même le système de Reagan. Un président, un candidat à la présidence, c'est quelqu'un qui se ramasse comme un champion et qui ramasse ses forces et qui projette quelque chose de très clair. Elle n'a pas eu le temps de le faire. Et elle s'est battue, je crois, très courageusement, mais il y avait quand même un côté chèvre de M. Seguin. Est-ce qu'on a suffisamment parlé de fond dans cette campagne? Est-ce qu'il y a eu vraiment des échanges sur des programmes, ou est-ce que finalement cette campagne, elle a aussi un peu illustré un affaiblissement des États-Unis? Oui, c'est là qu'on voit que la France a une influence. Parce que nous n'avons depuis le 9 juin, on ne parle pas de fonds en France, ou très très peu, on parle depuis quelques semaines un tout petit peu de fonds, mais on a fait la campagne législative, la constitution du gouvernement, les discussions sont des discussions d'appareils, de personnes, de vanité, etc. Et en réalité, les grands problèmes du pays, à part les promesses catégorielles qui ont été faites par une partie des candidats, mais ils sont des promesses, c'est tout, c'est pas un programme. On n'a rien dit de la sécurité atlantique, on n'a rien dit de l'Europe, on n'a rien dit de l'ordre économique mondial, on n'a rien dit d'une politique réelle de l'immigration jusqu'à ces dernières semaines. Et les Américains, ça a été la même chose. C'est une campagne de caniveau extrêmement véhémente, extrêmement déplaisante, avec ceci de particulier par rapport à nous, qui a un degré d'agressivité et de haine, notamment vis-à-vis des étrangers, c'est ça qui est grave chez Trump, c'est que c'est quelqu'un qui partage essentiellement la haine. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a deux Amériques. Est-ce que ces deux Amériques sont irréconciliables aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça dépendra vraiment du président Trump. C'est-à-dire que soit il s'est livré à des excès pendant la campagne parce qu'il sentait que ça marchait, etc., et que c'est son tempérament, il veut absolument brouiller tous les codes, mais en réalité, il resterait dans une ligne relativement moyenne, parce qu'au bout du compte, sur le fond, les orientations de Harris et de Trump, vis-à-vis de nous en particulier, n'étaient pas structurellement différentes. Ce qui était différent, c'était le style, la volonté de coopération, l'animosité ou pas, ça c'était différent. Mais l'idée que l'Amérique se replie sur ses intérêts économiques, c'est déjà dans la loi AERA. L'idée qu'elle se tourne vers le Pacifique, c'est déjà, dès Obama, la ligne profonde. L'idée qu'on doit se dégager le plus vite possible, et à mon avis dans des conditions pas satisfaisantes du tout, de l'affaire ukrainienne, c'était déjà dans les derniers mois. Mais est-ce que là, l'Union européenne et la France sont prêtes à ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Non, ça, écoutez, c'est pour moi un objet d'extrême inquiétude et d'extrême désolation de voir que face à des échéances aussi évidentes que celles auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit en matière technologique, en matière d'investissement, en matière de sécurité collective, en matière d'assistance à l'Ukraine, nous savons tous, comme disait Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission, nous savons tous ce qu'il faut faire et nous ne savons pas comment le faire. Prenons l'exemple de l'Ukraine. Il est inimaginable que plus de 2 ans après l'invasion de l'Ukraine, nous soyons dans cette situation où nous ne l'avons pas aidé pour avoir une force comparable en termes d'équipement militaire à l'URSS, à la Russie, pardon, ouais. Lapsus. Mais juste sur l'Ukraine, quelles conséquences ça va avoir, cette victoire maintenant quasi certaine de Donald Trump? Il a remporté l'État clé de la Pennsylvanie, il est tout proche de la victoire. Quelles conséquences ça va avoir? Est-ce que le retour de Trump à la Maison-Blanche, ça veut dire que l'Union européenne est seule à défendre l'Ukraine face à la Russie? Oui, mais d'abord, Poutine ne raisonne que face aux États-Unis, donc la négociation, si elle a lieu, aura lieu entre Poutine et Trump. Les Ukrainiens sont évidemment concernés, mais sont des acteurs qui sont un petit peu minorés, et nous, on risque d'être assez fortement marginalisés. C'est très clair. Alors, est-ce que nous pouvons
remplacer les États-Unis. On a déjà fait beaucoup, contrairement à ce qui est dit, le partage du fardeau je ne dis pas sur la défense globale de l'Occident et de l'Europe, mais sur l'affaire ukrainienne, les Européens ont mis beaucoup d'argent, notamment les Allemands. Donc on n'est pas en situation de trop grand déséquilibre. Cédric Perrin, le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, qui était là juste avant vous, il disait les États-Unis, ils ont tenu 90% de leurs promesses, l'Union européenne n'en a tenu que 60%. Est-ce que l'Ukraine peut gagner face à la Russie avec Donald Trump à la Maison-Blanche ? Je crois que les Européens n'ont pas la volonté. C'est ce qui me frappe. Regardez ce que dit le chancelier Scholz actuellement. Il est extrêmement sur le reculoir. La France est dans une situation... Le président de la République française a été assez fluctuant sur cette affaire. Il ne faut pas humilier la Russie. Puis après, il s'est vraiment engagé sur la défense de l'Ukraine. Pas forcément toujours sur les bons créneaux, puisqu'il y a eu les troupes au sol, qui n'était pas une très bonne idée. Mais on s'est engagé. Mais maintenant, il est très profondément affaibli depuis les conséquences de la dissolution. Donc on voit que les forces qui résistent, c'est essentiellement les forces de l'Europe du Nord. C'est-à-dire les Suédois, les Finlandais et évidemment les Baltes et les Polonais, bien sûr. Donc on est dans une situation où on n'a pas vraiment la volonté. Et c'est grave parce que, si vous voulez, on aurait pu comprendre, ça aurait été cynique, qu'on dise, écoutez, on ne s'occupe pas de l'Ukraine, c'est le glacis de M. Poutine, et donc c'est très triste, mais après tout, pendant la guerre froide, etc., etc. On a dit non, il faut les aider. Et puis, il faut les aider, on a manifesté un témoignage de solidarité assez fort, mais on ne s'est pas donné une obligation de résultat. Or, on devait mettre les Ukrainiens en situation de négocier. Il s'agissait de négocier au bout. Il ne s'agit pas de tout gagner. Mais est-ce que l'Ukraine peut l'emporter, ou tout du moins être en position de force dans des négociations avec un Donald Trump à la Maison-Blanche ? Moi, je crois que ça sera... que si les Européens ne font pas un très grand effort, ça sera très difficile. Simplement, j'attire votre attention sur une chose, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer entre Trump et Poutine. Parce que Trump dit « je vais régler ça en 24 heures ». Bon, ça, c'est du Trump à l'état pur. Mais Poutine, jusqu'à présent, n'a pas manifesté d'intention de négocier. Poutine a dit... Poutine, il a toujours des objectifs extrêmement maximaux. Non seulement garder la Crimée, reconquérir le Donbass, mais reprendre le pouvoir politique à Kiev, neutraliser l'Ukraine, c'est-à-dire la faire dépendre géopolitiquement de la Russie et contrôler la façade maritime. Si Trump accepte ça, il perd vraiment complètement la face. Donc et ça, il peut y être sensible. Il aura du mal, devant l'histoire, à être l'homme qui a tout lâché. Déjà qu'il a tout lâché, parce qu'il reproche à Biden d'avoir quitté l'Afghanistan. C'est lui qui a fait la négociation de Doha dans des conditions épouvantables. Puisque Doha, ça a été, je fais, moi, Amérique, toutes les concessions immédiates, et vous, talibans, vous les ferez quand je serai parti. Il est parti et il n'y a pas eu de concession. Donc si Poutine ne marche pas sur quelque chose d'à peu près équilibré, il peut y avoir un raidissement. Je crois qu'on n'en a pas fini avec la question ukrainienne. Et sur l'autre grand conflit du moment, le Moyen-Orient, quel impact aura l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis ? Écoutez, ça ne peut être qu'un impact très dur. Trump a toujours choisi d'ignorer, de s'opposer à d'ignorer une force et une cause qui était la cause palestinienne, et de s'opposer à l'Iran et de soigner les autres pays de la région, notamment les pays arabes, en faisant le pacte d'Abraham. C'était une bonne idée. Sauf que ça reposait sur l'idée qu'on sacrifiait les Palestiniens, et ça a donc provoqué cette espèce de phénomène de réaction que le Hamas a utilisé de façon absolument abominable le 7 octobre dernier. Et là, je pense qu'on sera dans une situation où il va continuer d'aider Israël sans se soucier des Palestiniens. Il est d'ailleurs significatif que le changement de gouvernement se fasse aujourd'hui, le changement de ministère de ministre de la Défense en Israël, parce que le choix de Netanyahou, c'est ça le problème, c'est la liquidation politique
de toute velléité d'autonomie et de respect d'une autorité palestinienne. Et là, Galland, qui voulait privilégier la relation avec le Hamas pour essayer d'obtenir les otages, est éliminé, et donc tout le monde rentre dans une espèce de logique de radicalité, et on verra si Trump décide ou pas d'équiper les armées israéliennes de ces bombes très très performantes qui seules permettraient aux Israéliens de porter atteinte à l'effort nucléaire iranien. Là, on a un très très grand enjeu, extraordinairement risqué, et je dois dire que Trump est pour l'instant imprévisible. C'est un homme, paradoxalement, très brutal et pas fondamentalement acquis à la guerre. C'est très curieux comme ce mélange. Il n'aime pas la guerre. Il a d'ailleurs dit qu'il ne se battrait pas sur Taïwan, ce qui est assez dingue quand on y réfléchit, vu les menaces qui pèsent sur Taïwan. Il ne s'est pas battu. Il a organisé le retrait en Afghanistan, même si c'est Biden qui l'a géré. Là, il veut la paix en Ukraine. Et que fera-t-il sur l'Iran? Il a à la fois la volonté de frapper et la crainte d'engager l'Amérique dans la guerre, parce qu'il représente fondamentalement ce courant isolationniste qu'on a connu à différents moments de l'histoire américaine, avant la guerre de 14, avant la guerre de 39, qui est de dire l'Amérique ne s'occupe pas des autres. Alors ça va jusqu'à un discours, enfin des mots très durs sur l'OTAN, avec l'idée que l'Amérique n'avait plus à payer pour la protection des Européens. Est-ce qu'il va mettre ce genre de choses à exécution? Est-ce qu'on peut assister à la disparition, la dislocation de l'OTAN? D'abord, je crois qu'il a raison sur ce point. Il n'y a aucune raison que nous ne participions pas plus à notre défense. Nous avons les ressources, les finances, la proximité des ennemis. Donc, il a raison. Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à faire disparaître l'OTAN? Je crois que, enfin, on verra. Hein, c'est difficile de prévoir ce que fait Trump. Mais il me semble que les États-Unis ont un grand intérêt à garder l'OTAN. D'abord, c'est très intéressant économiquement. Quand on aide l'Ukraine, nous, on donne de l'argent à l'Ukraine qui achète du matériel américain. C'est tout à fait impressionnant. C'est quand même un levier d'influence considérable dans une guerre commerciale avec l'Europe. Ce levier de la solidarité militaire est assez important. Donc, il me semble que je serais étonné qu'il fasse une vraie rupture. En revanche, ce qu'il va faire, c'est vider l'article 5 de solidarité avec l'OTAN de toute réalité concrète. Et il dira à Poutine ou à d'autres, de toute manière, moi, j'engagerai en cas d'agression des moyens proportionnés. Donc on aura une moindre automaticité de la réaction, ce qui nous oblige, nous, Européens, à mettre le paquet, non seulement en termes de matériel, en termes stratégiques, mais en termes de volonté politique. Mais est-ce que l'Europe, là-dessus, l'Union européenne, elle est capable de parler d'une seule voix et de Non, pas du tout. Actuellement, je vous disais au début, l'une des premières réponses que je vous faisais, l'Europe c'est pas une pieuvre dangereuse, c'est un calamar plat. C'est quand même, nous avons les deux grands pays qui ont toujours mené l'attelage, c'est-à-dire la République fédérale d'Allemagne et nous sommes les uns et les autres en crise. La crise française, on en parle tous les jours, elle est très claire, elle est à la fois institutionnelle, financière, sociale, morale, enfin, on est dans une situation de très très grande difficulté, mais la crise allemande est fondamentale. La crise allemande, elle est multiforme et elle est terrible. Elle est d'abord économique, et les faiblesses de l'économie allemande sont très importantes. Faiblesses en termes de main-d'œuvre, d'où l'appel à l'immigration et le rejet de l'immigration par les classes moyennes, donc une tension qui est la même que chez nous. Elle est nette en termes de financement, comme ils ont une politique budgétaire très stable, ils mettent pas beaucoup d'argent public dans les investissements, et ils ont un système bancaire qui est très archaïque. Là, c'est ce que dit l'État quand il dit qu'il faudrait faire un système. Bon, ils ont la compétition chinoise, qui est terrible pour eux, et ils ont le problème énergétique massif avec la rupture des liens avec la Russie et le dogmatisme antinucléaire qui les paralyse. Ça fait beaucoup de choses qui pèsent sur eux. Mais juste sur la question des finances, ça va faire le lien avec le budget dont on va parler dans quelques secondes. Il y a une loi de programmation militaire en France. Est-ce que, compte tenu de l'état de nos finances publiques, vous êtes confiant sur l'avenir de cette loi de programmation militaire, ou est-ce qu'à un moment, face à l'énorme dette, la France va réduire ses efforts en matière de défense elle aussi?
aussi. Écoutez, j'avais une oreille qui traînait quand vous interrogiez le président Perrin, et je crois qu'il disait les choses très justement. On est formellement fidèle, et en même temps, on gèle un certain nombre de crédits. On sait très bien, là, le gouvernement est dans une situation, et dans la nasse, il doit absolument donner à court terme. Il y a un problème entre le court terme et le long terme. Il doit absolument, à court terme, donner des signes évidents de volonté de réduire les déficits et de s'engager sur la voie du désendettement. Quand on doit faire des choses comme ça à court terme, permettez-moi de vous dire qu'on est un peu obligé de faire des choses que je qualifierais de bêtes et méchantes. C'est-à-dire, on peut, même Barre, quand Barre est arrivé aux affaires, le meilleur économiste de France, il a fait une politique très sommaire, très brutale. C'est après qu'il a développé une politique intelligente, si je puis dire. Mais il faut donner des signes à la communauté internationale. Le seul problème, c'est qu'il faut que cette affaire-là soit provisoire et qu'elle soit relayée par des actions en profondeur d'amélioration de la gestion de l'État, de réorganisation du système social pour que soit qu'il corrige véritablement les défauts qui sont à corriger, mais qu'il évite les gaspillages et les doubles emplois. Donc il y a un effort à très long terme qui doit relayer des efforts à court terme. Alors, dans un pays comme la France, on sait que le court terme a tendance à durer. Alors, le premier signe fort à donner à nos partenaires, c'est de réussir à doter la France d'un budget pour 2025. Est-ce qu'on va y arriver ? Je sais pas, alors là, on est au Sénat, ici. Oui, j'imagine quand même que vous suivez les débats à l'Assemblée. C'est assez... Non, mais l'Assemblée ne peut pas... dégager une majorité claire sur des options précises, compte tenu du fait qu'elle est divisée en 3 blocs. Pour l'instant, il y a un bloc qui est au pouvoir, un bloc qui s'oppose. Un bloc au pouvoir qui est lui-même qui donne le spectacle, oui, lui-même très divisé, en oui, fait. Mais qui n'est pas divisé. En réalité, ils ne sont pas divisés sur le fond. Ce qui est très lamentable dans le spectacle qu'offrent actuellement les leaders du bloc central, c'est qu'ils font passer des querelles personnelles, des querelles politiciennes, des querelles d'avenir, qui va succéder à Macron, etc., avant les échéances. C'est pollué. Les querelles politiciennes polluent un débat qui, en réalité, pourrait être examiné de façon assez sereine. Mais pardon, mais il y a le MoDem dans ce bloc central. Il y a le MoDem dans le bloc central auquel vous appartenez. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, dans ce bloc central ? Moi, je suis à l'aise dans le bloc central, mais je ne suis pas tout à fait à l'aise avec certaines prises d'opposition de M. Mattei. Je le dis franchement, je pense que M. Mattei fait un peu cavalier seul. Qui était l'ancien président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. C'est un parlementaire très intelligent, très sympathique, très compétent, mais il prend des initiatives qui donnent le sentiment d'une solidarité un peu excessive avec la gauche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de cette division, on va avoir sans doute un blocage type article 47, l'Assemblée n'arrivera pas à se prononcer. Le Sénat, et je pense que le dialogue se fera avec le Sénat, qu'on aura une commission mixte paritaire et qu'on donne un peu ses chances, je le dis ici, au bicamérisme. Merci Jean-Louis Bourlanges, merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, Stéphane, c'est l'élection américaine. Le résultat de l'élection sera-t-il respecté ? C'était la une de votre journal. Merci Stéphane. On continue évidemment à parler de ces élections aux États-Unis tout de suite dans notre club spécial.